Ce soir, notre invitée à 18h19, elle est entrepreneure, militante, fondatrice de l'agence Coalition, et c'est un livre qu'elle vient nous présenter qui s'intitule « Ma génération va changer le monde ». C'est son titre aux éditions de l'Aube. Bonsoir Flora Gebali. Bonsoir. Vous avez 27 ans et vous publiez donc ce livre qui est un état des lieux de l'engagement en quelque sorte, qu'il soit individuel ou porté d'ailleurs par les entreprises, car dites-vous, notre génération, votre génération, est celle du passage à l'action. Est-ce que d'abord vous en êtes si sûr de ça ? Alors, parler pour toute une génération, c'est sacrément audacieux, et donc je ne me permettrai pas de le dire pour l'ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une génération qui a longtemps été un peu décriée comme désabusée, désengagée, la génération abstentionniste, Oui. la génération qui ne vote pas. Mais en fait, en parallèle... C'est le cas, c'est tout à fait le cas. Mais en parallèle de ce récit politico-médiatique qui marche bien, il y a aussi une réalité de terrain qui est que c'est une génération qui a en sa main un pouvoir extraordinaire que sont la digitalisation de la société, les réseaux sociaux, un pouvoir d'agir, d'entreprendre. C'est vrai, l'entrepreneuriat est tant répandu chez les jeunes et pas chez les autres. Enfin, moins chez les générations d'au-dessus. Donc oui, c'est une génération du passage à l'action qui revendique dans ses gestes quotidiens ce en quoi elle croit. Alors je vous pose la question, mais vous y avez un peu répondu en quelque sorte, car il y a une forme de paradoxe quand même pour les observateurs dont je fais partie. Une partie de la jeunesse qui est résolument très engagée, et puis une autre qui vit dans sa bulle, qui ne vote plus, vous l'avez dit, qui est très éloignée de la politique, de l'engagement militant, et dont le seul moteur en somme c'est l'accomplissement personnel. D'ailleurs, vous en convenez puisque vous dites ceci: ce qui m'inquiète dans ma génération, c'est l'égoïsme. C'est facile, par exemple, dites-vous, de partir faire de la permaculture dans le Cantal. Alors, est-ce que ce retour à la terre, ça n'est pas aussi une façon de changer les choses ? C'est un peu court comme jugement tout de même. Tout à fait. Alors, c'est pas un jugement. Et d'ailleurs, cet exemple de la permaculture dans le Cantal, c'est une amie à moi que je salue, qui se qualifie maintenant de néo-rurale. Donc oui, c'est un retour à la terre qui est assez important, notamment pour les jeunes urbains qui sont déconnectés de la nature et qui trouvent dans ce retour une forme de sens et d'accomplissement personnel. Ce que je raconte dans le livre, c'est que ce paradoxe générationnel, il a été théorisé. Il y a la génération oui d'un côté, donc excusez-moi pour l'anglais, oui, donc nous, la vision collective des choses, qui pense comme un collectif et qui a envie d'agir de manière horizontale. Et de l'autre, il y a la génération mi, qui est la génération mi comme moi, me, myself and I, et qui est une génération qu'on pourrait caricaturer par les selfies sur les réseaux sociaux, qui est plus individualiste. Mais toutes les générations ont leur paradoxe. Vous avez vous-même été candidate, je crois, aux élections municipales à Paris. Vous avez travaillé aussi aux côtés du président de la République, François Hollande, à sa communication, quand il était à l'Élysée. On voit que les jeunes s'engagent différemment et pour d'autres causes aujourd'hui. Manifestations pour le climat, manifestations pour l'égalité des sexes, manifestations contre les violences policières. Que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent d'un activisme qui a parfois tendance à se radicaliser ? Alors, je pense que c'est trop facile de pointer du doigt la radicalité qui existe, et moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, la radicalité, mais c'est assez facile de la pointer du doigt et de parler, par exemple, des réunions non mixtes, cet épiphénomène qui arrive certaines fois, moi, je n'ai jamais assisté à ça, pour ne pas nommer le problème. En fait, le problème, c'est qu'il y a une génération qui a des choses à dire, qui n'est pas suffisamment écoutée. D'ailleurs, chaque année, le rapport du CSA qui pointe les discriminations pointe parmi les premières l'absence de jeunes dans les médias. Oui. Et donc cette génération, je pense qu'elle a une envie et un besoin d'être écoutée, mais au-delà de ça, je pense que pour l'intérêt de tous, elle a l'engagement dans son ADN, et c'est pas mal comme leçon, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour la politique. Alors j'ai précisé que vous avez travaillé aux côtés de François Hollande parce que là aussi il y a un paradoxe. Vous tapez sur la gauche et vous tapez sur les syndicats que représente d'une certaine manière l'ancien président de la République François Hollande. Pour vous, elle est devenue conservatrice, elle continue à défendre l'intérêt général contre l'intérêt particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors moi j'ai voulu aller à la fac après mon bac parce que je rêvais de devenir syndicaliste et de rejoindre les syndicats, mais alors pas de chance, je suis arrivée dans un endroit qui était très très éloigné de la réalité, des idéaux, de ce que j'imaginais. Pareil pour les partis politiques, j'ai adhéré à un parti politique dès que j'ai été en âge de le faire, c'est-à-dire à 15 ans. Quel parti ?
Le Parti socialiste. Et je raconte que quand je suis arrivée donc, dans la section parisienne, puisque je suis parisienne du Parti socialiste, on m'a dit que si je distribuais des tracts pendant 20 ans, j'allais peut-être devenir conseillère municipale et que c'était génial. Ça fait pas rêver. Parce que les gens avant moi, ils avaient attendu plutôt 30 que 20 ans. Donc c'est du militantisme corporatisme finalement. Voilà, et surtout, je me sens beaucoup plus efficace, et je crois que c'est ça le commun qu'il y a dans cette génération, par l'acte militant au quotidien, à commencer par la consommation, par la façon dont on peut être écolo dans son quotidien, dans ses actions, que en militant. Alors évidemment, les militants ont un rôle essentiel dans notre société, et les manifs, parfois, il faut y aller si on considère la cause comme légitime, mais je crois qu'il y a un militantisme qui est moins visible, mais qui est dans l'action quotidienne et qui est partagé au sein de ma génération. Alors Flora Gebali, il y a un état de fait aujourd'hui, la gauche ne fait plus rêver, 40 ans après l'accession au pouvoir de François Mitterrand en 81, dont on va bientôt commémorer la date anniversaire. Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, aujourd'hui ? Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'action individuelle de chacun. C'est de se dire, Mais cette action, il faut bien qu'elle soit portée par un politique, au bout du bout. Pas nécessairement. Ce que je raconte dans le livre, c'est ma rencontre avec l'entrepreneuriat social. Donc l'entrepreneuriat social, c'est simplement des Françaises et des Français qui innovent et qui inventent des solutions technologiques, mais pas que, pour changer le monde et transformer la société. Et moi, mon rêve, c'est ça. C'est ces Françaises, ces Français qui innovent, qui inventent et qui n'ont pas attendu ni les politiques, ni les subventions, ni la décision municipale, ni que sais-je, pour transformer les choses autour d'elles. Et vous mettez en avant une nouvelle génération de futurs grands patrons, ou de futurs patrons, tout simplement, qui ont vraiment, dans leur ADN, l'envie de révolutionner le fonctionnement des entreprises et leur mission sociale et écologique d'une certaine manière. Vous y croyez vraiment à ça ? J'y crois vraiment. On est aujourd'hui, nos entreprises sont majoritairement dirigées par ce qu'on appelle les DAF, les directeurs financiers. Donc, je nie pas l'importance des enjeux financiers dans la gestion et le pilotage d'une entreprise. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles arrivent avec leur intégrité, leur authenticité, et elles n'ont pas envie de dissocier leur vie personnelle de leur vie professionnelle. Ça s'explique par plein de phénomènes. Peut-être que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Mais la conséquence, c'est de se dire pourquoi je devrais être une autre, pourquoi je devrais porter un bleu de travail, le costume cravate par exemple, pour ne citer que lui, au travail et gommer mon individualité. Je crois que diriger ou gouverner, si on parle de politique, avec son expérience, c'est bien plus pertinent. Et là, je confirme que vous n'avez pas de costume cravate dans le studio d'Europe Soir. Je raconte dans le livre que j'ai arrêté quand j'animais un conseil d'administration et que 2 patrons du CAC 40 m'ont mis leur manteau sur les bras à l'entrée de la salle en pensant que j'étais hôtesse d'accueil. C'est une anecdote révélatrice aussi de l'état d'esprit de la société. Vous parlez de l'économie sociale et solidaire, j'en profite puisque vous citez quelques chiffres, 200 000 entreprises et structures, 2,3 millions de salariés, 12,7% des emplois privés en France. C'est évidemment un secteur qui commence à monter très très fort et qui a une mission sociale, comme son nom l'indique, et solidaire importante. Je voudrais qu'on termine sur le rôle de l'État-providence. Page 52, vous dites par exemple, le chemin est long pour réconcilier l'engagement et la politique car il nécessite de remettre en cause notre héritage de l'État interventionniste. Alors là, on se dit, est-ce que c'est une vraie libérale ou est-ce qu'au contraire, parce que vous êtes un peu contre l'État nounou, c'est ce que vous racontez aussi dans le livre, enfin c'est ce qu'on comprend en filigrane, mais à la fin du livre, vous semblez acter l'échec du néolibéralisme, donc on ne sait pas très bien de quel bord vous vous situez. Alors on sait pas très bien, parce que moi non plus, je me situe pas dans un bord en particulier. Par contre, ce que je défends dans le livre, c'est que l'héritage, plusieurs héritages français, l'héritage chrétien sur la philanthropie notamment, ou l'héritage de l'État interventionniste sur l'action individuelle pour le bien commun, on fait qu'en France, on est assez en retard sur justement cette capacité d'action collective qui n'est pas forcément descendante et verticale, mais qui peut être horizontale et partir d'en bas. Et donc oui, effectivement, je propose quelques solutions dans le livre, notamment que, je répète plusieurs fois que le mythe de l'État-providence est mort et que l'État pourrait devenir plus stratège et plus organisateur, se concevoir plutôt comme un organisateur de toutes les actions vertueuses. On ne va pas tout raconter parce qu'il y a des solutions effectivement à la fin du livre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Flora Gebali. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ma génération va changer le monde. On l'espère et puis on prend date pour dans 30 ans et on vous dira si vous avez réussi. C'est aux éditions de l'Aube. Voilà, on aime bien écouter le monde changer, regarder le monde changer sur Europe 1. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous inviter. Merci à vous. Merci beaucoup.